L'objectif, ça n'est pas de faire aujourd'hui des économies sur le dos des retraités ou de ceux qui vont partir en retraite. Salut à tous. Depuis le 5 décembre, les syndicats, la SNCF, la RATP, les enseignants et certaines professions libérales ont lancé un vaste mouvement de grève. Ils manifestent et ils protestent contre la réforme des retraites annoncée par Édouard Philippe le mardi 11 décembre. Mais pas seulement. Après les sondages, une majorité de Français se montreraient favorables à cette réforme. Et pourtant, le 5 décembre, ils étaient plus d'1,5 million dans la rue. Le système que nous découvrons aujourd'hui n'est pas une création inédite du gouvernement actuel. Il a été pensé, étudié, mûrement réfléchi depuis plus de 10 ans. Et il se nourrit, il s'inspire de deux influences majeures. Conséquence du déficit des caisses de l'État, la retraite à points est appliquée depuis 2003 en Suède. Certes, si le fameux déficit est résorbé, beaucoup de personnes âgées vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Après la crise économique et financière qui débute en octobre 2008, deux universitaires économistes, Thomas Piketty et Antoine Bozo, publient un essai pour un nouveau système de retraite, des comptes individuels de cotisation financés par répartition. Il contient en substance tout le programme de la retraite à points, repris et adapté par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Rappelons également que le haut commissaire aux retraites qui s'est chargé du dossier, Jean-Paul Delevoye, est également l'auteur de cette citation. La démographie européenne et son vieillissement fait que si on veut garder le même nombre d'actifs dans la machine économique, à moins que la machine remplace ça, il va falloir 50 millions de populations entre guillemets étrangères pour équilibrer la population active en 2050 en Europe. Propos qui ont fait polémique, en apparence, parce que la plupart des membres du gouvernement sont plutôt d'accord avec cette affirmation. Interrogé par Le Point, le député Audrey Dufeu-Schubert répond à cette question. En Italie, les migrants sont très fréquemment les nouveaux aidants des personnes dépendantes. Cette initiative est-elle envisageable en France? Réponse. Je pense que si l'on traite le vieillissement sous l'angle de la transition démographique, la question de l'immigration se pose. Autre problème évident, c'est l'âge de départ à la retraite. Et Emmanuel Macron se perd dans ses circonvolutions habituelles. C'était une promesse, entre guillemets, de campagne de ne pas toucher à l'âge légal du départ à la retraite, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un travailleur peut prendre sa retraite en ayant cotisé suffisamment pour toucher une retraite dite à taux plein. Je ne modifie pas l'âge de départ à la retraite durant le quinquennat. Je ne modifie pas non plus les règles, et pour les retraités, et pour nos concitoyens qui sont à 5 ans du départ à la retraite. Effectivement, en théorie, jusqu'en 2027, l'âge de départ à la retraite, l'âge légal, restera bien de 62 ans. Mais sans les y forcer, nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Petit décodage. Nous ferons en sorte que vous travailliez au-delà de 62 ans sans pour autant, nous, au gouvernement, vous y forcer légalement ou officiellement. Ainsi, vous ferez notre volonté, vous appliquerez de vous-même notre mesure en croyant faire votre propre volonté. Le gouvernement compte donc reprendre la proposition du rapport du haut-commissaire qui consiste à instaurer, au-dessus de l'âge légal, un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus. Cet âge d'équilibre ou âge pivot sera donc fixé à 64 ans à partir de 2027. Édouard Philippe instaure ce que l'on appelle un système de décote, c'est-à-dire que les personnes qui partiront avant l'âge de 64 ans, elles pourront partir légalement à partir de 62 ans, auront ce que l'on appelle un malus, comme à l'école lorsqu'on n'a pas assez travaillé. C'est-à-dire qu'elles verront leur pension de retraite minorée. Pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, elles devront travailler jusqu'à l'âge de 64 ans. Et là, ce sera un bonus. Cette mesure n'avait pas été niée par le ministre de la Solidarité le 17 mars. L'âge pivot, c'est une contribution du MEDEF, ça les regarde. Aujourd'hui, le seul engagement qui a été pris, c'est que l'âge de 62 ans restera l'âge minimum de départ à la retraite, c'est-à-dire le moment où on pourra faire valoir ses droits. Après, tout le reste est en discussion avec les partenaires sociaux. Le problème, et c'est ce qui en quelque sorte justifie cette réforme, du moins aux yeux du gouvernement actuel, c'est que aujourd'hui déjà, les carrières n'ont plus rien de linéaire, comme ce fut le cas pour la génération de nos parents. C'est-à-dire qu'on ne fait plus toute sa carrière au sein de la même entreprise.
en CDI dès la vingtaine. Au contraire, les parcours sont parsemés de périodes plus ou moins longues, parfois plusieurs années de chômage. Les études durent plus longtemps, il y a des réorientations professionnelles, il y a des tentatives de création d'entreprises. Bref, les parcours n'ont plus cette linéarité qui fait qu'une personne aura forcément, à l'âge de 62 ans, cotisé, travaillé suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de sa retraite à taux plein. À 76 ans, Lynn devrait profiter de sa retraite. Malheureusement, sa pension ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Du coup, elle continue de travailler comme femme de ménage pour gagner tout simplement de quoi vivre décemment. Comme ça risque d'être encore pire pour les générations qui arrivent, c'est un peu utopique effectivement de penser qu'elles auront les moyens, qu'elles auront la possibilité de cotiser pour la retraite de leurs aînés. Et c'est très difficile à admettre pour les fonctionnaires comme les enseignants, dont les conditions morales de travail se dégradent de plus en plus, sachant que le fait d'entrer dans l'éducation nationale ne garantira probablement plus des avantages supérieurs à une carrière moins stable dans le privé. La question des retraites, en fond, quand on voit la dégradation des conditions de travail, c'est un petit peu la question du nombre d'années de labeur usant que les personnes devront subir alors qu'elles sont déjà de plus en plus fatiguées à 40 ans, à 50 ans, vu l'explosion du nombre de dépressions, de burn-out, de bore-out et de tous ces maux liés parfois aux nouvelles techniques de management, parfois liées aux nouvelles conditions de travail où il faut encore être plus productif, aller plus vite, où les tâches sont toujours dématérialisées, ont de moins en moins de sens, sont payées une misère et ces salaires, du moins au SMIC, ne permettent plus de se loger correctement quand on voit le montant d'un loyer et les garanties qui sont demandées par les agences ou les propriétaires en ville notamment, et encore moins de faire vivre une famille. Donc ça tire un petit peu dans tous les sens, et quand on vous promet d'avoir encore plus de difficultés à l'avenir et plus d'années de labeur dans ces conditions, c'est vraiment très décourageant. Le Point a consacré une série d'articles très amers et péremptoires sur les protestations des travailleurs concernant la réforme des retraites. Et le grand ponte Pascal Bruckner, qui connaît bien la situation des travailleurs pauvres, des métiers pénibles, usants, dégradants, vides de sens, des tâches répétitives et peu épanouissantes, mal payées, s'érige en grand moralisateur qui fustige ces feignants de Français parce qu'ils n'ont rien compris à la vie. La vie, c'est de ne jamais partir à la retraite. Je cite. La fin obligatoire de l'activité à partir de la soixantaine nous plonge dans la malédiction du loisir absolu. Allez mesdames, cessez de vous plaindre et retournez faire le ménage. Ce que je demande pour voir un peu jouir de ma vieillesse, je ne peux pas, c'est un cercle vicieux. Je ne peux pas. Je suis là coincée. Je suis coincée. Notre point important concerne l'opposition entre égalité et équité. Cette réforme se veut plus égalitaire en repoussant l'âge de départ à la retraite sous prétexte que l'espérance de vie augmente. La valeur des points serait définie par un comité qui, je cite, « statuerait en fonction de l'évolution structurelle de l'espérance de vie des générations et non de l'impact du cycle économique. Travailler plus longtemps quand l'espérance de vie augmente doit être librement choisi pour être optimal. » C'est de l'abstraction pure, ce sont des statistiques. L'espérance de vie, c'est une prédiction fictive. L'espérance de vie à la naissance ou à l'âge zéro représente la durée de la vie moyenne, autrement dit, l'âge moyen au décès d'une génération fictive qui serait soumise à chaque âge aux conditions de mortalité de l'année considérée. On peut donc dire que l'espérance de vie à la naissance, c'est le nombre d'années que devrait vivre en principe une personne à compter du jour de sa naissance si les conditions de vie de la population restaient figées comme lors de l'année de référence. Dans la réalité, ça ne nous assure pas de vivre plus longtemps. Et dans tous les cas, même si les personnes vivaient effectivement plus longtemps, cela ne veut pas dire que les personnes âgées au-delà de 62 ans, et même avant d'ailleurs des difficultés apparaissent, pourraient être aussi performantes ou plus performantes plus longtemps avec les mêmes conditions de travail que des personnes plus jeunes. L'égalité donne à chacun la même part, nonobstant les situations ou les besoins particuliers. Elle soumet donc tout le monde au même traitement, sans prendre en compte les spécificités propres à chacun. Tout le monde reçoit la même chose, que ce soit suffisant ou non. C'est une notion moderne de la justice. L'équité, en revanche, défendue par Aristote comme base du droit naturel, cherche à donner la juste mesure à chaque individu en fonction de sa situation particulière. Elle fait du cas par cas, elle s'adapte à la réalité.
Une réforme des retraites plus égalitaire proposera donc le même système de cotisation pour toutes les professions, peu importe les difficultés inhérentes à certaines d'entre elles. Le système actuel, avec ses 42 régimes spéciaux, relevait quant à lui davantage de l'équité, dans la mesure où chaque régime était conçu et adapté à un groupe professionnel. La raison aussi pour laquelle cette réforme de retraite inquiète autant, c'est parce qu'elle annonce par fatalité, presque par conséquence vu la situation actuelle, la destruction de notre système social français qui est, oui, on peut le dire, assez privilégié comparé aux autres pays occidentaux, j'ai envie de dire, parce que, oui, comparé aux pays européens, mais comparé aussi aux États-Unis. Et c'est très intéressant de regarder l'évolution de la société américaine parce que c'est un petit peu le reflet de notre état futur avec à peu près 5-10 ans de décalage. Donc on voit que cette disparition des classes moyennes que l'on constate au sein de notre pays, elle a déjà eu lieu aux États-Unis et la présidence de Trump, contrairement à ce que, encore une fois, les résultats montrent en termes de chiffres et de statistiques, n'a rien arrangé à la situation des personnes sans emploi puisque effectivement il y a moins de chômage d'après les statistiques, sauf qu'il y a de plus en plus de travailleurs pauvres qui vivent à la rue, qui sont expulsés, de personnes qui s'endettent. Et ça, effectivement, ce sont des conséquences collatérales de certaines mesures économiques qui fonctionnent très bien dans la théorie, dans l'abstraction, dans l'idéologie, mais qui ont un impact concret, réel, quotidien, ressenti par la population. Le système social français est en train de disparaître. Le gouvernement invoque toujours une comparaison avec les autres pays européens pour justifier une réforme de notre système. Comparaison qui a lieu au détriment de la France, bien entendu. On assiste donc à une normalisation forcée. Et cette normalisation s'inscrit naturellement dans un projet de fusion avec l'Europe des régions. Donc ce qui se passe avec la réforme des retraites doit être considéré dans un cadre plus large. Cette réforme de retraite, elle porte encore un coup aussi à notre service public puisqu'on va pénaliser le personnel soignant comme les infirmières et on va pénaliser les enseignants, on pénalise aussi les personnes qui travaillent dans les transports et du moins qui se sentent pénalisées et c'est pour cela que notre système public est en train de s'enfoncer en fait, que notre service public se dégrade autant. C'est parce que dans le cadre de leur régime spécial, le montant de la retraite des enseignants est calculé sur le salaire en fin de carrière, soit le salaire le plus élevé, le salaire perçu au cours des 6 derniers mois avant leur départ à la retraite. Dès 2025, la moyenne des salaires perçus tout au long de leur carrière servira de base prise en compte pour le calcul de la pension. Édouard Philippe a promis de compenser cette diminution évidente de la retraite grâce à des primes, sauf qu'il n'a précisé ni le montant ni les modalités, donc rien de concret, aucune garantie. Regardez par exemple ce qui a été publié dans l'hebdomadaire de la semaine, Le Point. Et attention, accrochez-vous. C'est une prévision de l'indice de bonheur calculé par l'ONU pour le futur, pour la vie future d'un jeune de 15 ans à l'année 2018. En fonction du nombre d'années qu'il travaillera dans sa vie. Vous êtes heureux, c'est mathématique, je vous le dis, les statistiques vous le disent, bande de feignants. Dans un entretien accordé au Figaro Magazine, Sonia Mabrouk déclare ceci. Il y a un vrai problème de perception des réalités par les Français. Vous avez beau aligner des chiffres démontrant par A plus B que la France va beaucoup mieux qu'avant dans bien des domaines, que le pouvoir d'achat a augmenté, ils n'y croient pas. En fait, c'est simple, les statistiques ne convainquent que ceux, basiquement, dont le mode de vie est assez aisé pour leur permettre d'échapper à ces conséquences. Progressivement, je mets en place un système beaucoup plus juste et transparent. Ce qui nous attend concernant les retraites, ce sont probablement des modes de financement privés, des assurances, des placements financiers pour ceux qui en auront les moyens d'assurer leur propre retraite, leur propre avenir lorsqu'ils seront vieux. Pour les autres, c'est soit subir la précarité, soit adopter volontairement ce que l'on appelle la décroissance, c'est-à-dire s'organiser autrement, avoir un logement, vivre à la campagne, se réunir en communauté, revenir plutôt vers des valeurs simples, vers le troc, cultiver autant qu'on peut ses propres produits, utiliser des matières premières, acheter directement auprès des producteurs si c'est moins cher, entretenir des réseaux de solidarité, bref, en fait revenir à une vie plus simple et finalement s'éloigner d'un système qui nous a poussés vers un gouffre, vers un précipice, en disant que c'était pour notre bien, s'éloigner de ce consumérisme pour retourner à l'essentiel et être aussi autonome que possible. La République est en marche, on ne peut pas lutter contre ce qui est hors de notre portée, on n'a pas de prise, on n'a pas de contrôle sur ce qui nous échappe. Mais en revanche, en ce qui concerne notre environnement immédiat, notre échelle, ce qui est réel,
On a un pouvoir d'action et c'est à nous de l'utiliser et c'est ainsi que on gardera l'énergie et l'espoir nécessaires pour faire face aux difficultés qui nous attendent à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour soutenir mon travail. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me permet de voir si vous aimez mes vidéos et à discuter aussi entre vous dans l'espace commentaire qui est prévu à cet effet. Merci à toutes les personnes qui soutiennent mon travail sur Tipeee et me permettent de continuer cette revue d'actualité sur ma chaîne en toute liberté et indépendance. À très bientôt.